Voilà, Ok. l'enregistrement a commencé. Je ne vais pas te représenter, donc c'est la deuxième partie de cet échange avec celui que je peux maintenant officiellement appeler un naturopathe fonctionnel parce qu'il a donné son accord pour cette appellation dans le cadre de la médecine fonctionnelle, mais il y a des médecins et il y a des naturopathes, mais tout le monde aime bien le qualificatif fonctionnel. Abdelaziz El Mansouri, prononciation française cette fois-ci, anglaise dans le premier épisode. Je ne vous représente pas Goliath qui dort sur mon bras et qui est bien discret pour le moment. Et je demande à Abdelaziz de nous rappeler brièvement la fin du premier épisode parce qu'on va enchaîner sur autre chose. Mais bon, Ouais. brièvement. Grosso modo, on disait qu'en fait, le régime, enfin, la chrononutrition, dans la recherche, elle commençait à être appelée comme nutrition, enfin, qui avait plus un rapport avec le rythme circadien. Et pour, en fait, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas défini et qu'il y a peut-être des gens qui ne comprennent pas ce qu'est le rythme circadien. Et en fait, il fait référence à l'organisation interne des processus biochimiques au sein de notre corps qui suit environ un cycle d'environ 24 heures. Et il régule de nombreux aspects de notre comportement et de notre physiologie. En fait, nos rythmes circadiens ils sont produits par des collections de gènes et de protéines dans notre corps qui représentent une activité rythmique et sont appelées horloges corporelles. Mais bon, au-delà de ça, on sait que bon, on va appeler l'horloge biologique maîtresse, c'est une structure du cerveau qui est appelée noyau suprachiasmatique ou suprachiasmatique, si tu veux, comment on le prononce. Mais disons que cette horloge biologique maîtresse, elle régule d'autres horloges biologiques qu'on a notamment dans nos organes, notamment au niveau du foie, du pancréas, etc., etc. Et dernièrement, on s'est même rendu compte, en fait, que notre microbiote avait aussi une horloge biologique. Donc, en fait, quand on parle de nutrition chronique, ou plutôt de rythme circadien, on sait que le rythme circadien, il est comment dire, influencé par énormément de facteurs externes, donc notamment la nutrition, la lumière, la température, etc. Donc, il y a énormément de facteurs qui viennent jouer là-dessus. Et c'est vrai que la nutrition, quand on parle de fenêtre de nutrition, comme tu disais tout à l'heure, quand on parle aussi en naturopathie de jeûne intermittent, c'est vrai que ça va y jouer un rôle et que ça va venir bien souvent recloquer ou remettre en rythme notre rythme circadien, de le remettre à niveau, de faire un reset quelque part et de le remettre dans un rythme qui soit convenable et qui puisse empêcher. Parce qu'en fait, ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que quand on vient dérégler ce genre de rythme circadien, on a énormément de maladies qui peuvent en découler, comme le syndrome métabolique, l'obésité, le diabète, etc., etc. Donc, grosso modo, c'était pour recentrer tout le monde à peu près par rapport au rythme circadien, qu'on comprenne de quoi on parle. OK. Bon, ben merci, mais j'en profite pour rebondir sur ce que tu viens d'expliquer en insistant sur une critique qu'on fait souvent vis-à-vis des propositions que je fais de manière assez péremptoire, hein, de s'orienter vers le jeûne intermittent en se plaignant que de manger tard le soir n'est pas bon, n'est pas sain. Hein. Et notamment, Stéphane Résimon, qui lui veut qu'on commence à manger à 7 heures du matin, ce qui, moi, me semble un peu excessif dans l'autre sens. Mais effectivement, il ne faut pas avoir un jeûne intermittent trop décalé. Et par exemple, aujourd'hui, c'est bien l'exemple. Voilà, il est maintenant 17 heures, parce qu'on a un peu parlé entre les deux. Et le fait est que je n'ai pas encore mangé aujourd'hui. Donc là, j'ai un gros jeûne. Je me sens parfaitement bien. Je n'ai pas faim, mais bon, voilà, on est animé. Hein, on a un peu l'enthousiasme et sans doute un peu d'adrénaline comme nous enregistrons cette vidéo. Et je dois dire que je vais aujourd'hui ne manger qu'un repas. Bon, ça, c'est clair. Je vais manger bientôt. Donc, tu déjeunes pas. Ben, je ne petit déjeune jamais. Normalement, je fais deux Pardon. repas. Je fais deux repas à tes souhaits. Je fais deux repas à typiquement 14-15 heures selon mon appétit. Parfois plus tôt. Si j'ai faim, je mange plus tôt.
Et puis, j'essaie de faire un deuxième, plutôt 18h, 19h à la rigueur. Bon, parfois, je travaille plus tard et là ce n'est pas l'idéal. Je sais que quand je mange mon dernier repas, si j'en ai qu'un, il n'est jamais tard, mais quand j'en ai deux, parfois le deuxième est retardé par le boulot, par les contraintes. Et ça, c'est jamais trop l'idéal. Ça affecte le sommeil, on prend du poids, on est le truc du soir, oui, c'est les morphotypes dont on a parlé dans le premier épisode. Mais c'est un fait que les trucs, les repas tardifs, tout le monde est d'accord pour dire que ce n'est pas bon. Donc, le jeûne intermittent, idéalement, doit être tiré vers le haut. Je trouve qu'il y a des contraintes sociales, incontournables dans certains cas, de façon à harmoniser la vie familiale dans beaucoup de cas aussi. Hein. Ce n'est pas agréable d'avoir des repas divisés selon les membres de la famille et leur respect d'un jeûne intermittent ou pas. Donc, tout ça doit être pris en considération, mais on doit quand même essayer. Vous voyez qu'il y a mon repas qui se prépare là derrière, vous entendez, c'est le repas. Tu as bien de la chance. Il nous reste une vingtaine de minutes, puis il y a le repas qui va suivre. J'ai pas faim, je vous garantis bien que j'ai pas faim, mais quand j'aurai commencé à manger, j'aurai faim. Et donc, cette fenêtre durant laquelle on mange, idéalement, elle ne doit pas être trop tardive. Donc, toutes ces critiques-là, je voudrais quand même bien qu'on s'abstienne parce que moi, je ne souhaite pas que les gens mangent tard. Mais bon, il y a des gens qui ont des obligations professionnelles. Alors, que dire de ceux qui font des pauses de travail et qui travaillent de nuit, etc. Ça, c'est vraiment compliqué. Ben voilà. Vraiment dans les études, c'est mentionné. Hein, c'est le genre de choses qui vient vraiment dérégler le rythme circadien. Et malheureusement, alors, ça crée même des problèmes gastriques. Hein. Moi qui ai travaillé, fut un temps dans une autre vie, j'étais steward dans une compagnie aérienne, British Airways, et je faisais les longs courriers. Donc, je peux te garantir qu'entre la compression de la cabine et entre les rythmes où tu dors pas, ton estomac, mais c'est une horreur. Et tu le sens, tu le sais que ça fait vraiment un problème. D'ailleurs, depuis que j'ai retrouvé un rythme, que j'ai changé, ça fait bien longtemps que j'ai arrêté ce genre de métier-là un peu débile. Enfin, je le dis, c'est débile parce que c'est plus un boulot, c'est une vie en fait. Et quand il y a ce genre de métier où je pense aux infirmières aussi, hein, il y a des infirmières qui bossent de nuit, il y a énormément de gens qui font ce qu'on appelle aux États-Unis les travails postés, quoi. Oui. Et ça c'est vrai que pour ces gens-là, c'est un gros problème. Mais comment je dirais, s'ils travaillent de nuit, c'est pour ça que, en médecine fonctionnelle, on sait pertinemment que l'homme moyen sur lequel on base nos recommandations qui sont faites par le gouvernement, etc., cet homme moyen, c'est un mythe, il n'existe pas. Parce qu'on est tous différents, on est tous individualisés et surtout, on n'a pas tous les mêmes vies. Donc, c'est pour ça que c'est super important d'adapter. Mais le fait d'avoir une profession qui fait qu'on travaille de nuit, etc., ça n'empêche pas de pouvoir jeûner. Je te donne mon exemple à moi. Moi aussi, on est dans le même cas, je n'ai pas encore mangé. Mais j'ai mangé le matin, quoi. En général, je me fais, j'ai l'avantage de pouvoir bosser à la maison. Je me fais le petit déjeuner vers les coups de 9h, 9h30 et je ne remange pas jusqu'à 18h30, quoi. Donc, c'est la fenêtre que je m'accorde. Et ça fonctionne super bien pour moi. Mais chacun doit se trouver le jeûne intermittent qui lui convient. Il faut peut-être faire quelques essais et erreurs, ça fait partie du jeu. Et il est évident que moi, je pense qu'une des critiques qu'on a aussi avec certains échecs, etc., ce sont les gens qui vont trop vite dans ce changement. Les changements doivent être progressifs. Exactement. Et j'ai beau le répéter, visiblement, la pièce ne tombe pas, ou en tout cas pas chez tout le monde, parce que visiblement, cette espèce d'enthousiasme pour le jeûne intermittent se traduit en pratique par des gens qui disent « demain, je commence le jeûne intermittent ». Bam, ils font un 12-12 et le lendemain, ils font un 16-8. 4 heures de décalage. Ouais. Ils vont avoir faim sur
quand les heures avancent, ils vont avoir faim parce que normalement, ils sont réglés pour n'avoir que 12 heures de jeûne. À 14 heures, ils vont commencer à crever de faim. Bon. Ils vont avoir mal de tête, ce qui, à mon avis, correspond à une détoxination. En céto, on l'appelle la grippe cétogène. Enfin, oui. Quand tu commences à avoir ce genre de symptômes. Oui, à mon avis, ça relève de ça. Il parle de fenêtre, tu vois, mais c'est vrai qu'on ne souligne pas assez qu'est-ce qu'il y a dans l'alimentation que tu manges. Je veux dire, on a eu l'exemple, je t'ai envoyé le lien d'ailleurs, tu vois, ce naturopathe là, qui faisait faire des jeûnes intermittents ad vitam aeternam à ses clients et qui derrière, pour les nourrir, les nourrissait avec des jus verts. Ah oui, oui. Si tu casses ton jeûne avec ce genre d'alimentation, je ne donne pas cher de ta peau. Voilà. Donc, quand on a une alimentation adaptée qui est souvent une alimentation qui est basée sur le gras, basée sur les protéines et avec très peu de sucre, hein, après, ça dépendra de la personne qu'on a en face, mais si on a assez de gras et si on a assez. Mais vraiment, on n'a pas faim. Là, moi, j'ai déjeuné ce matin, hein, il était 9h30. Là, mais vraiment, il faudra me forcer pour manger. Je n'ai pas faim. Mais parce que j'y suis habitué, etc. etc. Mais je n'ai pas faim. Et mon corps, il se sent que mieux. Et j'ai toujours plein d'énergie. J'ai le directeur du club de rugby que je suis, enfin, du rugby à 13 parce que j'en faisais à l'époque. Et le directeur, il était énormissime. Il faisait, attends, je crois qu'il faisait aux alentours de 105 kilos, un truc comme ça. Il est à 78 kilos maintenant. Mais il a l'air en forme. C'est pas le genre de mec là, quand tu passes chez un diététicien qui te base ton alimentation sur les calories plutôt que sur les hormones. Et là, je veux dire, si on t'affame, je veux dire, si je te mets un repas à 1100 calories, là oui, ça va compter les calories, bien sûr, parce que là, je t'affame finalement. Mais si tu donnes une alimentation adaptée et tout ça, je pense que l'adaptation, elle se fait rapidement. Hein. La personne, si elle commence à manger du gras et qu'elle commence à remanger sainement et tout ça, elle va en redemander. Je l'ai l'exemplaire avec mes clients. Mais moi, je suis d'autant plus pour la personnalisation de ce qu'on mange que j'aime bien de baser l'équilibre des macronutriments en partie sur les marqueurs biochimiques, hein, des glucides, des lipides, des protéines, voir où ça en est, ce qui est en excès, ce qui est en défaut. Et on voit tout et son contraire. Tu fais quoi comme test là? Ben, je fais toute la gamme hein, en marqueurs du métabolisme des glucides, ben, essentiel évidemment de faire la glycémie à jeun, l'insuline à jeun, l'hémoglobine glycosylée, je ne crois pas trop à la dysoma, parce que la dysoma, c'est jamais que la glycémie à jeun, l'insulinémie à jeun. Voilà, ce sont ces deux paramètres-là. Les triglycérides, évidemment. L'acide myristique dans les profils d'acide gras qui joue sur qui décline également les hydrates de carbone. C'est sanguin pour l'acide gras? Oui, je fais sur les phospholipides, on peut faire sur les globules rouges, statut d'acide gras. Et donc, au niveau des protéines, ben, c'est surtout acide urique, urée, créatinine. Bon, ben, voilà, c'est aussi des marqueurs de la fonction rénale. Et puis alors, un profil lipidique complet, cholestérol total, cholestérol HDL. Le LDL, il est calculé à partir des deux autres, mais enfin, on l'a quand même, mais ce calcul n'est pas toujours fiable. Et puis le statut d'acide gras qui va chercher tout un tas d'autres marqueurs lipidiques. Et donc, j'intègre tout ça. Tu ne fais pas l'homocystéine et la lipoprotéine A? Oui, mais là, on passe plutôt dans les facteurs de risque que dans des facteurs de. C'est suivant la personne, en fait. Hein. Et puis alors, dans l'équation, j'accorde une importance tout à fait significative au génotype ApoE. ApoE2, beaucoup de gras. ApoE3, ce que nous préconisons comme recommandation de base, c'est-à-dire high fat, low carb, hein, riche en graisse, pauvre en hydrates de carbone, mais pas très pauvre en hydrates de carbone. Et puis alors les ApoE4, je suis plus ouvert à. On ne peut pas donner trop de graisse saturée, il faut en manger, mais il faut les limiter en fonction du taux de cholestérol qui a tendance à monter beaucoup plus facilement. Et donc là, je me méfie. Et puis
en ApoE 4, on va quand même un peu plus vers une alimentation végétale, hein, sans être évidemment végane. Je ne suis pas du tout à mon aise avec les régimes véganes ou végétaliens, hein, qui veut dire la même chose. Et dans les ApoE 4, quelque chose d'un peu plus équilibré entre les macronutriments, un peu plus permissif sur les hydrates de carbone de qualité. Donc, ça doit absolument être personnalisé. Donc, quand on a parlé du timing, de la chronologie, pour ne pas dire de la chrononutrition, la chronologie des repas, on n'a encore rien dit. Oui, c'est un des paramètres, mais ce n'est pas suffisant parce qu'il faut encore savoir ce qu'on mange. Exactement. Et donc, moi, je vais intituler sur les cartouches de ces 2 épisodes que les viewers, je ne sais plus trop parler français. Je sors de mes emails parce que j'ai des emails qui tombent et ça fait des bruits parasites. Donc, mes suiveurs sur YouTube vont voir comme titre, je crois, parce que parfois je change d'avis au dernier moment, quoi manger et quand manger. Voilà, donc on est en train un peu de faire le tour de ça. Et dans le quoi manger, je voudrais bien, avec les 10 minutes qui nous restent, qu'on parle un peu, voir un peu ton sentiment sur ce que moi je vois comme, non pas les 4 cavaliers de l'Apocalypse, mais en tout cas les 3, bon, il faudrait que je cherche un 4e peut-être, les 3 grands facteurs de maladies chroniques dégénératives, j'ai nommé, Goliath, non, oxydation, inflammation, glycation. Et donc, la glycation est aussi grave, aussi dangereuse que l'oxydation et l'inflammation, qui ont été mes chevaux de bataille. Moi, j'ai surtout commencé par l'inflammation. Pendant les 30 premières années de ma carrière, je me suis occupé, mais vraiment à l'obsession, de lutter contre l'inflammation. Alimentation anti-inflammatoire. Hypotoxique, comme on dit. Oui, s'il y a plein d'acides arachidoniques qui viennent des laitages, des viandes rouges, etc., et très peu d'EPA, d'acides eicosapentaénoïques, qui viennent, par exemple, des poissons et de certains fruits de mer, etc., et puis qui peuvent venir des plantes en amont, si on convertit bien, ce qui est loin d'être garanti. Eh bien, voilà, on peut avoir une alimentation qui est anti-inflammatoire ou qui est, au contraire, très pro-inflammatoire. Donc ça, c'était vraiment mon cheval de bataille, puisqu'on revient aux cavaliers et aux chevaux, hein, c'est un peu le thème, et j'étais efficace là-dessus. Je désenflammais les gens. Et puis, depuis 5 ans, je me passionne de plus en plus pour l'oxydation, le stress oxydant et les antioxydants, hein, et les phytostérols, etc. Et puis, je le faisais sans trop m'en rendre compte. Je n'énonçais pas le principe, mais j'ai toujours été aussi obsédé par la stabilisation de la glycémie et donc la lutte contre la glycation. Bon, on va bien commence à avoir chaud. Il va dans son panier, il va se promener un peu. Et donc, la glycation, c'est quelque chose d'extrêmement grave. C'est un fléau du monde moderne. Exactement. Et c'est là que j'aime bien l'hémoglobine glycosylée, qui est évidemment un marqueur fondamental de glycation. Il y en a d'autres, hein. La fructosamine pourrait être un 2e, mais bon, on n'a pas besoin de les multiplier. Et cette hémoglobine glycosylée, donc, pour moi, a beaucoup d'importance parce que la glycation est un fléau. Et c'est là que j'ai du mal à accepter qu'on puisse recommander des repas ou des encas, des snacks, des goûters sucrés, parce qu'on fait la promotion de la glycation. Et c'est, pour moi, entre guillemets, hein, criminel. Ça ne me... Ah ben oui, il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot, surtout quand tu as affaire à des gens fragilisés. Et de la même manière, tu sais,
le fameux mythe du régime dissocié, c'est un peu la même chose. Hein. Tu sais que même Robert Masson, qui pourtant on le respecte tous les deux, tu vois, Robert Masson, même lui, il préconisait de prendre les desserts et les fruits en dehors des repas. Oui. Ce qui est complètement dingue. Oui, enfin, alors, c'est justement un domaine où ces principes on a toujours dit, hein, où il faut absolument suivre ces dogmes. On n'a pas de justification scientifique rigoureuse de ça. Bien au contraire, en fait, on a les justifications à l'encontre de ça. Oui, oui. Bien je l'ai fait, enfin, tu regarderas, j'ai quelques articles dessus et tout ça, mais c'est clair, hein, quand on fait la recherche, on se rend compte qu'en fait, ça part d'une profonde incompréhension, si tu veux, de la physionomie, l'anatomie et la biologie. Ces gens-là, en fait, ils pensent que le système digestif, c'est un tuyau et que les choses sortent dans l'ordre où elles sont rentrées. Ils oublient un truc, c'est que dans l'estomac, les choses elles se mélangent. Ce qu'on appelle le chyme, je veux dire, le rôle de l'acidité gastrique, c'est vraiment de tout décomposer de manière à ce que tout puisse être accessible aux enzymes qui vont venir faire leur travail. Il y a déjà des enzymes qui travaillent dans l'estomac, mais c'est au niveau de la sortie de l'estomac que ça va beaucoup travailler. On sait qu'il y a le pancréas qui va envoyer son jus pancréatique et qui va justement gérer le pH avec le bicarbonate. Et puis après, on sait qu'on a les enzymes aussi, enfin, lipase, voilà, on les connaît tous, trypsine, etc. Et en fait, on se rend compte que plus on va manger acide, parce que c'est leur délire, ça aussi, hein, de manger acide, alcalin, de manger... on n'en peut plus de ces trucs. Non, mais je veux dire, venir faire croire aux gens que parce qu'ils vont manger une orange, ils vont être plus acides, ou parce qu'ils vont manger de la viande, ils vont être plus acides que quelqu'un qui a mangé une carotte. Enfin, non, mais là, faire pipi sur une bandelette pour définir attention, le là, pH du tissu, c'est dingue. Tu ouvres la boîte de Pandore parce que je vais encore me faire assassiner. Alors, l'histoire de l'alimentation basique et surtout pas manger acide. Bon, moi, un des arguments que j'ai là, et puis on est juste en train d'introduire ici la mèche, tu vois, et de l'allumer. Et à un moment donné, ça va péter le cadre. La gueule parce que, bon, des grands principes comme ça, des théories comme ça, qui sont pas basées sur des publications sérieuses. Donc, il y a déjà un problème de ce côté-là. Ça, c'est ta fille. Non, mais c'est très bien. Là, c'est son heure. Hein. Goliath. Et donc, je continue de toute façon. Ah ben là, voilà. Coucou, tonton. Oui, mais elle est dans toutes les vidéos. Donc, elle sait quand elle apparaît parce qu'il nous reste 3 minutes. Et donc, ce sont déjà des choses qui ne sont pas du tout correctement publiées. 1. 2, je veux bien tout ce qu'on veut, on change le pH des urines, mais le pH sanguin, il est impossible à modifier. Ouais, c'est clair, sinon tu tombes. C'est déjà quelque chose qui me perturbe là, parce que c'est quand même le sang qui compte. Et là, le pH du sang, il est ce qu'il est, et ce n'est pas ce qu'on mange qui va le modifier. Tertio, on m'explique comment les listes d'un médecin à l'autre ou d'un naturopathe à l'autre ou d'un diététicien à l'autre changent et on retrouve un aliment dans des listes opposées. Voilà. Alors, parlons du feuilleton sur le citron. Le citron, il est acide ou alcalinisant. Bon, je veux dire, hein, déjà avec le citron, il y a déjà beaucoup à discuter, à ergoter. Donc, voilà, ça fera l'objet probablement encore d'autres débats. Je pense que tu as mis la mèche et c'est le genre de truc qu'il faudra exposer. Je veux dire, enfin, on pourra entrer plus en plus dans la technique et expliquer pourquoi. Enfin, voilà. Il y a les goûters sucrés et la séparation. Parce que alors, des régimes dissociés. Ah oui, et alors les fruits, on les mange quand? On les mange quand? On ne les mange pas seuls. Voilà. Et alors, on ne peut pas manger un fruit à la fin d'un repas, ou même dans un repas, autant qu'on ne commence pas par le fruit, mais on peut manger une grande assiette de purée de pommes de terre dans le même repas.
qu'on m'explique. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Surtout quand tu connais, enfin, tu sais par exemple que si tu manges du gras avec des glucides, ça va retarder. En fait, voilà, c'est là que ça se joue. Ça se joue sur le temps que ça va passer dans l'estomac. Et en fait, il vaut mieux, enfin, c'est là encore qu'on dit que la science, elle vient contredire ce que ces gens disent. Parce qu'il vaut mieux manger du gras avec ses fruits, donc le manger à la fin des repas, le fruit, que de le manger en dehors. Parce que dès que tu as du gras, ça va ralentir Et des protéines. l'excrétion justement du chyme. Et donc, du coup, le pic glycémique, il va être moindre. Que si tu le prends tout seul, en dehors de repas, surtout quand tu es sensibilisé, fragilisé, pardon, comme les personnes qui sont diabétiques, etc., ou qui font de la résistance à l'insuline, ou qui ont un syndrome métabolique, etc., tu leur donnes ça, mais c'est là que je te rejoins quand tu dis que c'est criminel de le faire. C'est carrément criminel. C'est vrai que, et tu as très bien fait de l'évoquer, mais on ne va pas avoir le temps d'aller plus loin puisque bon, ça se termine, mais l'alimentation dissociée relève aussi de toutes ces aberrations. Et là, il y a encore beaucoup de gens qui ont ça comme principe absolument sacré qu'on doit manger dissocié. C'est choquant de dire le contraire, mais tout se mélange dans l'estomac. Enfin, est-ce que ça correspond à une réalité historique? Tu vois, il y a plein d'étonnements de ma part. Et c'est un peu la mission que je nous fixe, c'est d'un peu tordre le cou à ces mythes nutritionnels hein, qu'on voudrait bien démonter petit à petit sans choquer les gens, mais en expliquant, en demandant quelles sont les bases scientifiques de ces thèses-là, en demandant Voilà. pourquoi un aliment va être considéré comme acidifiant par un et acide par un autre, alors que c'est le même aliment et on trouve tout et son contraire. Bon, tout ça, c'est pas sérieux. Ce sont des choses. Bon, c'est pas sérieux, puis ça nous discrédite, comme tu Voilà, disais, voilà, dans c'est une de tes... exactement ce Voilà, que c'est je ça voulais qui est dire. malheureux. C'est le C'est mot qu'au de la fin. final, ben, tu l'as vu, Miguel, là, le gars qui s'est fait attraper, là, il faisait faire des jeunes à des gens qui étaient cancéreux, qui lui disaient qu'ils allaient mal. Et lui, qui continue à dire non, c'est que tu l'as pas fait assez. C'est que tu l'as pas fait assez bien, tu m'as pas assez suivi. Hein, à un Mais moment c'est donné, scandaleux, je veux c'est dire, parce que dangereux. là, voilà, on se file un sale nom, que ce soit nous, ou que Mais ce que soit ce la soit médecine la fonctionnelle. naturopathie qui en souffre, mais le concept de la médecine fonctionnelle souffre aussi Exactement, ouais, parce qu'ils nous mettent dans le même de sac au ces final. Hein. dérives. Bon, ben, écoute, Abdelaziz, je vois que ta fille ne nous autorise pas à aller plus loin. Bon, moi, j'ai mis Goliath par terre, mais il n'est plus là, donc bon, il va falloir le nourrir. Il va falloir Tu peux probablement me que laisser tu t'en terminer avec ton occupes. temps? Notre Je te temps, donne le goûter après. notre temps est écoulé. Tout ça est spontané. Alors, moi, je vais manger le repas qui se prépare. Je vous donne rendez-vous pour ceux qui nous voient ici sur YouTube. Le webinaire apparaîtra bientôt sur la chaîne. Donc là, on aura encore beaucoup de considérations. Et Abdelaziz, je te remercie. Je pense qu'on a fait une belle discussion. Et qu'on Ouais, je remettra pense que c'est ça toujours sur très court. Tu as vu, un je veux dire, sujet ou l'autre. si on se laisse aller, là, on est parti jusqu'à je ne sais pas Oui, quelle heure. non, Mais en là, tout cas, c'est moi notre qui te remercie, temps est écoulé. honnêtement, parce que ce que j'expliquais, c'est que rien ne te forçait hein, à venir faire un Oh, échange je le avec trouvais moi. intéressant. Et moi, je trouve que voilà, ouais, on a énormément à y gagner. Et si on peut avoir ce rôle, justement, de venir unir les deux et faire comprendre à la naturopathie et faire comprendre à d'autres milieux de la médecine l'importance de la médecine fonctionnelle, ce sera tout bénéfique. OK. Très bien. Bon, ben écoute, à bientôt et bonne fin de dimanche. Et merci Pareil, pour ta belle porte-toi bien. contribution. Salut. Ciao, ciao. Ciao.